À la gendarmerie de Caen, en mars dernier, une opération un peu spéciale est sur le point de commencer. Ultime briefing de l'équipe d'intervention. Ouais, nous la porte est là. Voilà. Donc là, il y a une porte battante à l'entrée avec un Porsche. Là. Ils partent en planque avec l'espoir de terminer une enquête à haut risque et qui pourrait se dénouer ici, devant une cantine scolaire, dont le parking est 4 fois par mois le théâtre d'un deal de drogue d'environ 50 000 €. Alors les gendarmes vont se cacher dans le réfectoire, tandis qu'une autre unité a investi un appartement qui domine le parking. Et à peine installée, une première voiture apparaît. Cela pourrait être l'acheteur. Tenez-vous prêt dans la cantine, tenez-vous prêt dans la cantine. Les gendarmes s'équipent, mais première alerte, le suspect se rapproche de l'entrée de la cantine. Il est là, juste là, par contre. Laisse-toi. Et subitement, le deuxième suspect arrive. Il y a 3008 qui arrive. Barbu. Ouais. C'est ça. C'est ça. La 3008, c'est la voiture du chef de réseau. Le coup de filet s'annonce complet. Donc dès qu'ils franchissent, dès qu'ils sont revenus à côté des voitures, le commandant devra un top action. L'intervention est imminente. Tous les éléments du flagrant délit sont en place, la drogue et surtout l'argent. Attention pour les éléments d'intervention. Les suspects reviennent vers les voitures. Pour les éléments d'intervention, préparez-vous. Top action, top action, top action. Les gendarmes se mettent alors en colonne. Top inter. À la clé, une grosse saisie d'argent sale. Mais en matière de cash, les forces de l'ordre ne sont jamais au bout de leur surprise. Du cash au noir qui provient de trafic en tout genre. C'est combien un gramme de coke? 50 €. Donc tu te fais combien à peu près toutes les semaines? Ça dépend, des fois tu peux faire 7 000 €, comme tu peux faire 7 500, 8 500. L'argent de la drogue, c'est un pactole annuel de 2,5 milliards d'euros que les forces de l'ordre cherchent par tous les moyens à récupérer. Avec des chiens policiers dressés pour dénicher l'argent des dealers. Que ce soit en produits stupéfiants, en billets ou en armes et munitions, avec des machines, parce que c'est des machines de guerre pour moi, ils n'ont aucune chance. Mais les trafiquants sont loin d'être les seuls pourvoyeurs d'argent au noir. Car les saisies d'argent non déclarées sont en pleine explosion. Est-ce que vous avez des sommes d'argent de plus de 10 000 €? Non, absolument pas. Ok, vous vous garez sur la droite, on va regarder ce que vous avez. De l'argent au noir très prisé des fraudeurs, d'abord pour échapper aux impôts. 80 000. Est-ce que cet argent est à vous, madame? Mais ils sont largement battus par d'autres filières surprenantes. Des petits commerçants qui utilisent des caisses enregistreuses trafiquées pour transformer en liquide non déclaré une partie de leurs recettes. C'est 50 € qui n'apparaissent pas dans la caisse, qui n'est pas déclaré aux services fiscaux. On va dire entre guillemets que c'était un sport national dans certaines professions. Un sport national qui détourne entre 5 et 10 milliards d'euros chaque année. Alors vous allez découvrir comment l'État renforce sur tous les fronts la grande traque de l'argent noir. Et c'est de plus en plus par le cash que les forces de l'ordre vont essayer de faire tomber les trafiquants. C'est l'objectif de David Raymond, le chef des enquêteurs de la gendarmerie de Caen. Ce matin, il part en planque, sur une affaire délicate qui l'occupe depuis des mois. Qu'est-ce que vous faites là? Là, j'ouvre derrière pour pouvoir prendre des photos des deals qu'on va constater tout à l'heure. Le collègue qui est au volant va se mettre en place. Direction une cité de la ville. Depuis quelques semaines, il a eu vent d'une information. Un trafic d'héroïne et de cocaïne se serait implanté dans un quartier. Un phénomène qui l'inquiète car ce sont des drogues dures qui peuvent vite rendre accros les consommateurs du coin. Là, les 4 ou 5 qui attendent les clients, tu vois.
Il est 15h et toutes les minutes, sous les yeux de l'adjudant-chef, a lieu une transaction de cash et de drogue. Quelques photos pour tenter d'identifier les protagonistes. Alors tu vois là, hop, hop, t'as mis dans sa poche, tu vois. Une organisation qui a l'air bien rodée. Il vient d'arriver, il repart. Tu vois. Ouais. File gauche, tu vois. Ouais. Tu vois la voiture, tu vois. On va aller faire un petit tour. Faire une petite livraison. C'est ça où ils font le deal dans la voiture. Nous, on veut absolument prendre les petits dealers parce qu'ils sont en relation avec les petits lieutenants de notre tête de réseau à nous, qu'on a constaté. Donc voilà, c'est ces petits dealers qui après, on va les voir sur les lieux de rassemblement après les gros deals. Donc après, on peut rattacher tout le monde. Les gendarmes veulent aller très vite. Leur priorité, la tête du réseau. Et à force de filature, ils soupçonnent un homme. Il est le patron d'une petite entreprise d'électricité. Mais les enquêteurs se sont procuré sa déclaration d'impôt. Et le trafiquant présumé affirme en 2013 avoir gagné moins de 1 600 € par mois. C'est grâce à ces informations que le gendarme Raymond a pu dessiner cet organigramme et remonter jusqu'à lui. Lui, il envoie ses lieutenants, déjà chargés pour moi ici, prendre les stupéfiants, faire les livraisons. Après, ils rentrent ici, déposer l'argent, ou se recharger en stupéfiants, et ils repartent. Et de temps en temps dans la semaine, ils vont chez lui laisser l'argent. Un chef de réseau présumé qui se ferait un chiffre d'affaires de plus de 24 000 € par semaine, en vendant de l'héroïne et de la cocaïne. Et encore, ce serait juste la partie émergée de l'iceberg. Il faut dire que cet individu est déjà bien connu des forces de l'ordre pour vol, violence, séquestration et trafic de stupéfiants. Et vous allez voir ce qui a cette fois mis la puce à l'oreille des enquêteurs. Direction un petit quartier pavillonnaire dans la banlieue caennaise. Donc là, on va au pavillon de la tête de réseau. Donc on va essayer de voir si les véhicules sont stationnés dans sa cour. Quel véhicule? Et on va prendre en photo les lieux, ne serait-ce que pour les interpellations, pour mettre en place le dispositif ultérieurement. Le suspect numéro 1 du trafic vit ici. Et voici ce qui a intrigué les enquêteurs. Malgré ses petits revenus, il est propriétaire d'une maison flambant neuve évaluée à 150 000 €. D'après les gendarmes, il possède également au moins 6 véhicules, des voitures banales comme cette Peugeot 3008, une fourgonnette pour son entreprise. Mais il serait aussi propriétaire de voitures de luxe, comme ce Coupé Sport. Ou encore ce 4x4 flambant neuf estimé à plus de 30 000 €. Et enfin, une moto évaluée à plus de 25 000 €. D'après le gendarme, des voitures le plus souvent payées en liquide. Au final, un train de vie largement au-dessus de ses moyens. Retour à la brigade. Dans le poste de commandement, un gendarme écoute en permanence les trafiquants. Il surveille 6 téléphones portables qui appartiennent à des petits revendeurs et tous travaillent pour la tête de réseau. Et il se rend compte que le trafic ne cesse de prendre de l'ampleur. À force de les écouter, le gendarme parvient même à décoder leur conversation. Il y a 2-10 Ouais, il y avait 2-10. Ouais, bah c'est ça, c'est... Bah, oui. Non, mais quand je dis 2-10, c'est 210. Ouais, c'est... Ouais, ok. Vas-y, bah pour demain, essaye de gérer 55. Bah écoute, on se rappelle demain ou après-demain, d'accord? Je ne sais pas rien... Bah vas-y, on fait ça. Bah là, on sait qu'il y a eu un échange de drogue et d'argent. Le fournisseur indique que lors de la livraison, il lui a donné 210. Donc on suppose que c'est 210 grammes. Après, le produit, on ne le sait pas encore. Et les transactions s'accumulent. Elles sont estimées à plus de 24 000 € par semaine. Le gros billet, là, tu m'as mis, là. Ouais. J'espère que c'est un vrai, hein. Ouais, oui, t'inquiète. Mais il est beau, hein. Ouais, il est beau. Bon, franchement, ça m'a choqué de le voir. Je dis, oh, je l'avais pas vu. Le mis en cause lui a donné de l'argent, un gros billet en l'occurrence. On ne sait pas non plus le gros billet
qui l'a fourni, mais ça montre bien qu'il y a une transaction d'une drogue d'une part et d'argent d'autre part. Des gros billets qui font de plus en plus leur apparition dans les deals. Alors les enquêteurs ne lâchent pas les dealers d'une semelle pour savoir comment ils dépensent leur argent. Ils vont jusqu'à les suivre dans un hypermarché quand ils vont faire leurs courses. On voit bien que bon, c'est des gens comme tout le monde. Hein. Moi, je passe à la caisse, dans une caisse qui est juste à côté d'eux. J'ai surtout regardé s'ils payaient par carte bancaire. Bon, ils sont pas fous, hein. Donc ils ont payé en liquide. Hein. J'ai demandé à la caissière en off comment ils avaient payé, donc ils payent tout en cash. Donc impossible d'avoir leur identité via une carte bancaire. Donc. Et les enquêteurs accumulent les preuves de leur train de vie largement au-dessus de leurs moyens, sans jamais laisser de traces de leurs dépenses. Qui plus est, on l'a suivi un petit peu. Là, ces lieutenants qui vont faire des courses payent tout en liquide. Donc ça, c'est quand même un signe de numéraire assez conséquent. Voilà, ils vivent que comme ça. Autrement dit, les suspects devront justifier devant les gendarmes de leur train de vie. Et c'est comme ça qu'ils comptent bien les faire tomber, en les touchant au portefeuille. Quelques semaines plus tard, l'adjudant-chef Raymond veut interpeller le chef des trafiquants avant qu'il n'ait blanchi tout l'argent de l'héroïne. Et aujourd'hui, une écoute téléphonique annonce l'imminence d'un gros deal. Allez, fais-moi écouter ça. On se voit à 16h45 comme le dernier coup. Ça serait bien. Ouais, on vient d'avoir une com, là, je sais pas si c'était David. Donc le mec en route vient de l'appeler, il lui donne rendez-vous comme la dernière fois à 16h15, 16h20. Tous les gendarmes sont alors mis en alerte. Ouais, 16h15, 16h20, ouais. Ok C'est nickel pour moi. Voilà. Bon allez, je préviens les autres. Briefing général dans la salle des écoutes. Le groupe de police judiciaire, la brigade de recherche et le peloton d'intervention. En tout, une cinquantaine d'hommes qui vont devoir opérer en flagrant délit. On va se concentrer vraiment sur le fournisseur, l'accompagnant. On intervient après l'échange. Après l'échange. On laisse l'échange se faire. D'accord ? Voilà, et il y en a un qui prend l'argent, il donne, et hop, les stupes, et après, top action. Ils mettent alors au point un dispositif de grande envergure. Toi, première mission, c'est de venir te mettre en bouchon ici pour éviter qu'il ressorte un véhicule. Les gendarmes vont se cacher sur les lieux de l'interpellation. Et une partie d'entre eux dans une cantine scolaire située juste à côté du parking où la transaction devrait avoir lieu. S'ils viennent à 2, à 4, s'ils viennent en voiture, s'ils viennent à pied, s'ils viennent par l'arrière du dispositif, s'ils viennent par le parking du stade, etc., je suis en mesure de pouvoir déjà renseigner et ensuite de pouvoir interpeller les individus. Bon. Après, si l'interpellation se passe mal et puis les personnels partaient en courant de tous les côtés, eh ben, comme tout le monde va être en écoute radio, ils sont en mesure de pouvoir se déplacer et puis de se rapprocher au plus près de l'endroit, de la direction de fuite qu'on va donner. Et c'est parti. Le dispositif se met en place. L'unité d'intervention monte dans la camionnette banalisée pour rejoindre l'école primaire. Elle se trouve dans ce grand bâtiment à gauche de l'image. C'est ici que le peloton d'intervention va attendre le signal de l'interpellation. La Peugeot 3008 du chef de réseau présumé arrive. Le dénouement est imminent. Top action, top action, top action. Les gendarmes se mettent alors en position. Top inter. Et c'est parti. Au sol. Éteins le contact. Allez. Mets tes mains sur la tête. Sur la tête. C'est bon. Tes mains sur la tête. Descends. Mon chien, monsieur, s'il vous plaît, y'a rien, j'ai rien. Allez, on sort le sol. Allez. Aïe, mon chien. Bouge pas. Mon grand-père, il est décédé et tout, monsieur. Le chef d'enquête veut identifier ses interpellés. C'est comment votre nom? Comment votre prénom? Elle, c'est une amie de l'acheteur et une consommatrice. C'est quoi ton nom? Que tout le monde rejoigne le parking. Tout le monde rejoigne le parking.
Ton identité, c'est quoi? Comment? Ok, on est d'accord. La voiture appartient au chef de réseau présumé, mais ce n'est pas lui qui la conduisait. Et il y a un troisième suspect, l'acheteur, qui est venu avec son chien. Regarde le mur, parle pas. Occupe-toi de mon chien. Voilà, je vous place en garde à vue, monsieur. Vous avez le droit de faire prévenir la personne de votre choix. D'accord? Enfin, voici le quatrième homme, celui qui est arrivé en dernier, le fournisseur. Il n'a pas de drogue, mais une enveloppe pleine de cash. Juste l'appareil, là. Photo. 2 secondes et demie. Donc on va faire le compte, hein, après. C'est monsieur, c'est quoi votre nom? D'accord. Bon, de toute façon, on va le... T'es placé en garde à vue à partir de 16h35 aujourd'hui, d'accord? Tu m'écoutes bien, pour trafic de stupéfiants. Bon, ça c'est l'argent qui était sur lui, donc on va compter ça tranquillement et puis on va voir un petit peu qui nous explique un peu d'où ça vient, quoi. Voilà. Oui, une bonne somme, oui. C'est la somme de la transac, donc ouais, je pense qu'il doit y avoir du produit, je pense, quelque part, donc on va voir ça. Les gendarmes veulent tout de suite enquêter sur cette somme d'argent. Et il faut le faire immédiatement pour ne pas laisser le temps aux suspects d'inventer une fausse justification au cash qu'ils avaient sur eux. D'ailleurs, la première fouille des voitures apporte un résultat intéressant. Un pistolet automatique, un 9 mm, équipé d'un silencieux. Les suspects ne sont pas des amateurs. L'enquête se concentre d'abord sur le fournisseur. Il n'a pas de drogue sur lui. Avec l'arme, le cash constitue les seuls indices matériels que les gendarmes ont sous la main. On y va? Tu comptes avec moi? D'accord? 1, 2, 3. Au total, il retrouve 1 500 € en petites coupures sur le fournisseur. Certainement la contrepartie des reventes d'héroïne dans la journée. Mais il faut trouver le reste du butin. Direction l'appartement du fournisseur pour le perquisitionner avec en renfort un maître chien renifleur de cash. Mais les enquêteurs vont tomber sur beaucoup mieux. Sachant qu'un chien arrivait, le suspect a préféré donner tout de suite le reste de son cash. Encore 1 300 € de saisie. Mais alors que la perquisition se poursuivait, les gendarmes vont avoir de la chance. Un nouveau suspect va se jeter dans la gueule du loup, et pas n'importe qui. Cet individu qui vient d'entrer dans l'appartement avec une jeune femme. L'enquêteur le reconnaît. Il s'agit du chef présumé du réseau. Il venait rendre visite à son ami interpellé. Immédiatement, tous les gendarmes débarquent dans l'appartement. Ils n'en reviennent pas d'avoir mis si facilement la main sur le chef présumé de la bande. Alors vous savez qu'en matière de trafic de stupéfiants, la garde à vue, elle peut durer jusqu'à 4 jours. Et moi, j'ai rien à voir. Non, mais je vous explique. Ouais, ok. Je vous demande pas si vous allez avoir quelque chose de nouveau. On verra ça plus tard. Ouais, bien sûr. D'accord? La ligne de défense du suspect est simple, il n'a rien à voir avec le trafic. Alors les enquêteurs espèrent bien le confondre en lui demandant de justifier son train de vie élevé. Et pour accumuler les preuves, il compte sur la perquisition de son pavillon, dans une banlieue tranquille de Caen. La gendarmerie, la brigade de recherche de Caen. Tu peux rentrer? Et sa femme ne va pas avoir l'air plus étonnée que ça de voir débarquer 15 gendarmes. La fois que votre mari est en garde à vue pour trafic de stupéfiants. Ouais. D'accord? Et je vous laisse à ma collègue. Voilà. Et pour une famille qui ne déclare que 2 SMIC, l'ameublement est plutôt cossu. Dans le salon, canapé contemporain et écran plat. Dans la salle à manger, table en verre et siège design. À l'étage, dans la chambre des parents, nouvel écran plat, à côté d'une salle de bain équipée d'une baignoire jacuzzi à 2 places. Une salle de jeu avec une 3e télévision high-tech. Et enfin, une 2e salle d'eau. Il va falloir justifier un tel aménagement.
D'après les gendarmes, une bonne partie pourrait avoir été financée par le liquide du trafic, mais encore faut-il le démontrer. Ils passent alors à la deuxième phase de leur intervention. Saisir les voitures. Elles sont considérées désormais comme des avoirs criminels, c'est-à-dire suspectées d'avoir été payées avec de l'argent sale. À la caserne, les gendarmes vont donc préparer l'audition du chef de réseau présumé pour essayer de lui tirer les vers du nez quant à ses dépenses. Et pour le faire craquer, ils lui ont annoncé que tous ses biens seraient saisis en attendant qu'il puisse en justifier le financement. Ah bah là, honnêtement, quand on l'a interpellé, qu'on a pris ses véhicules, c'est la première chose qu'il nous a dit, quoi. Il nous a pas dit ma femme est en garde à vue, ainsi de suite. Il a juste dit vous prenez mes véhicules, vous allez prendre ce qu'il y a chez moi, vous mettez un peu ma vie en l'air, quoi. Enfin, donc c'est ça qui l'a plus choqué finalement que la garde à vue en soi, parce qu'ils sont habitués. Donc c'est ça qui les choque le plus. Donc pour nous, c'est déjà un moyen de pression lors de la garde à vue, quoi. Seulement voilà, les enquêteurs n'ont pas de preuves formelles pour le rattacher au trafic de drogue. Pas de stupéfiants sur lui, pas de cash. Seul indice, sa voiture, la 3008, utilisée par les revendeurs. Le souci, c'est que ta voiture, elle est vue sur un flag de transac de stupillère. Ça, je suis d'accord. D'accord? Première chose. Deuxième chose, ta voiture, c'est pas la première fois qu'elle est vue sur une transac de stup. Le 13 mars. Le 13 mars, c'est là, voilà, c'est vu clic Kodak dans la boîte. Hein. D'accord? Mais hier, c'est Kodak dans la boîte. Bah oui, c'est encore plus, et là, c'est clic dans les geôles. Ah, ouais. Donc, le 13 mars, il y a ta voiture. Toi, tu qui prêtes jamais ta voiture, mis à part à ton frère, peut-être à d'autres membres de ta famille. Oui. Bah donc, tu caches quelque chose, quoi. Oui, mais non. Ah bah, faut l'expliquer. Le problème va être là, mais je sais pas. Ah bah ouais, bah là c'est quand même un gros problème. On t'a pas volé ta voiture, on t'a pas piqué tes plaques, et toi tu peux pas nous dire qui c'est qui prend ta voiture. Donc là, on peut légitimement penser que tu caches beaucoup de choses. Mais le suspect ne voudra pas dire à qui il a prêté son véhicule. Alors les gendarmes espèrent le faire tomber sur son niveau de vie. Sa maison, il l'a financée à crédit. Et les voitures, la moto, écoutez bien sa ligne de défense. Alors, concernant la moto que vous avez achetée en espèces, d'où vient cet argent? Du travail que je fais le week-end. Et pour justifier ce cash, il a un argument. Il dit être électricien et faire le week-end des chantiers au noir, ainsi que toute une série de petits travaux annexes. Déclaré ou pas? Non. Du travail au noir, l'alibi idéal pour justifier des revenus non déclarés. Et là non plus, il ne voudra pas dire le nom de ses clients. Son procès a eu lieu 1 mois plus tard, et les juges ont estimé qu'il n'y avait pas assez de preuves contre lui. Il a été relaxé, il sera poursuivi seulement pour travail au noir. L'argent de la drogue ne profite pas qu'aux chefs de réseau. Les petits revendeurs, eux aussi, peuvent amasser des quantités de cash très importantes. Il est 15h et Mathieu se réveille après une journée de travail bien remplie. Il est en horaire décalé, de 16h à 3h du matin. Des horaires un peu contraignants, mais le salaire en vaut la chandelle. Mathieu est dealer. C'est combien un gramme de coke? 50 €. Et donc là, ça fait combien? T'as combien à peu près? Oh, je sais pas, je vais compter dans haut. Entre ses mains, rien que des petites coupures. Mathieu est un revendeur détaillant. Le chiffre d'affaires d'une journée de travail dans sa cité a de quoi laisser rêveur. 970 que j'ai fait hier soir. Donc tu te fais combien à peu près toutes les semaines? Ça dépend, des fois tu peux faire 7000 €, comme tu peux faire 7005, 8005. C'est en fonction. Tu mets combien de côté par semaine? Sur 7000 €, tu mets 5000 € de côté, sûr. Après, 2000 €, tu les laisses. Tu loues une voiture le week-end, toi et tes potes. Tu vas sur Paris, tu flambes, tu vas en boîte de nuit, tu vas chercher 2-3 copines. Et voilà quoi. Et au final, il lui reste 3500 € pour se réapprovisionner. Seulement voilà, tout ce cash, il ne peut pas le mettre à la banque. Il ne doit pas laisser de traces. Il est obligé de le garder chez lui.
De grosses sommes qu'il faut mettre à l'abri de la police, car si elle les trouvait, il ne pourrait pas en justifier la provenance. Alors, il doit multiplier les caches. 10 policiers dans une maison, ils ne trouvent rien. Tu caches l'argent dans un coin où tu sais que personne ne le trouvera. Je mets même à couper s'ils le trouvent. J'en ai vu des scènes comme ça. Mais ce qu'il redoute le plus, ce sont les nouveaux traqueurs de caches, des chiens policiers spécialement entraînés. Un chien, dès qu'il renifle bien, vas-y, il retrouve l'argent. Il retrouve tout. Votre bête noire, vous, c'est le chien. C'est le chien. Ah, les chiens, ils ont un bon nez. Et vous allez comprendre pourquoi ces chiens sont devenus la terreur des trafiquants, comme Mathieu. Pour les découvrir, il faut se rendre en pleine campagne, dans le Lot, à 200 km au nord de Toulouse, à Gramat. Voici la plus grande caserne de chiens policiers de France. Chaque année, les gendarmes en forment ici plus de 50. Et voici l'une de leurs dernières recrues, un chien spécialement entraîné, le Sambi, une abréviation pour stupéfiants, armes, munitions et surtout billets de banque. Il s'appelle Hellboy, c'est un malinois de 5 ans. Il est capable de repérer la moindre liasse de cash sur une très vaste étendue. Vous aurez à faire tout l'extérieur, d'accord, le jardin et la grange, en bas, en haut. Une vaste grange où, pour entraîner le chien, les gendarmes ont planqué une dizaine de billets, pas plus. Et ici, ce ne sont pas les caches qui manquent. Entre les meubles de cuisine, les cartons, les armoires, sans compter les poubelles et leurs odeurs pestilentielles. Mais 2 minutes montre en main, le chien a repéré quelque chose. Et voilà le travail. Doucement, doucement. Voilà, c'était là. Très bien, bébé. Voilà. Et le plus spectaculaire reste à venir. Cette fois, il faut trouver une dizaine de billets de 20 € cachés dans l'ensemble du jardin. En moins d'1 minute, le chien a repéré la cache. Qu'est-ce que t'as trouvé là? Qu'est-ce que t'as trouvé, bébé? Qu'est-ce que t'as trouvé là? Qu'est-ce que t'as trouvé là? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ouais, ça c'est beau ça, bébé. Pour les enquêteurs et la gendarmerie, c'est incontournable maintenant. Oui. Hein, le chien billet de banque, c'est incontournable parce que les chiffres parlent. Hein. On est à 13 700 000 € découverts par les chiens de la gendarmerie nationale en 2014. Car les forces de l'ordre se sont rendues compte que, contrairement à ce que l'on croit, l'argent a bien une odeur. Et pour transformer cette traque en amusement pour Hellboy, il suffit de cacher quelques billets dans son jouet préféré, ce tube en plastique. Ça, c'est son objet pour jouer. Hein. Donc, ce que je fais, c'est que je vais passer des billets et le chien va jouer avec son tube et va mémoriser l'odeur du billet. Et c'est comme ça qu'Hellboy a appris pendant 3 mois à dénicher la moindre coupure. Des chiens Sambi comme lui, il y en a désormais plus d'1 centaine en France. Cherche. C'est devenu l'arme indispensable pour mettre au jour les caches d'argent liquide des trafiquants. Ça va trop vite, ça. Ça va trop vite, ça. Dans quelques jours, Hellboy va partir pour ses premières interventions. Et voilà. Nous le retrouvons dans la banlieue de Saint-Étienne. Hellboy doit impérativement trouver le butin des trafiquants de drogue sous surveillance depuis 2 mois. Et tout va se jouer dans cet immense garage. Et voici cette fois la couverture des trafiquants, une petite entreprise de BTP. Et c'est dans ce capharnaüm qu'Hellboy doit faire ses preuves. Car les propriétaires doivent justifier leur train de vie. Des jet skis pour égayer des vacances sur la Côte d'Azur. 40 000 € pièce, et il y en a 3. Mais toujours pas de cash, quand subitement, Hellboy s'intéresse à cette voiture, une banale Clio blanche. Faut ouvrir la voiture. Il faut une solution, il faut l'ouvrir. Le chien, il marque. Le gendarme regarde sous le châssis, mais il ne trouve rien. C'est à l'intérieur qu'il faut fouiller. Ouf.
ouais, bah. Bingo. 60 kilos de cannabis. Une grosse quantité de stupéfiants qui était sur le point d'être revendue au détail. Voilà pourquoi les gendarmes ne trouvent pas de cash. Mais d'ici 3 ou 4 jours, c'est une petite fortune qu'ils auraient pu saisir. Actuellement, on estime le prix d'un kilo de résine à peu près à 17 000 €. Voilà. Là, au poids de ce qu'on a, on a entre 60 et 80 kilos. Et toute cette marchandise, elle est souvent payée en liquide, c'est du cash? Payé en liquide, voilà, qui récupère à droite à gauche. Donc c'est soit pour un seul commanditaire, soit pour plusieurs personnes, hein, par le biais de plusieurs personnes. Donc vraisemblablement, c'est des valises, hein, ça provient d'un GoFast. Au total, Hellboy a déniché pour 1 million d'euros de cannabis. En 20 ans de métier, ces gendarmes n'ont jamais fait une aussi grosse prise sur leur territoire. Le chien a passé le garage au pagne fin, mais toujours pas de cash. Savonnette. Il doit bien y avoir des billets quelque part. Hein. Si on trouve de la résine, ça génère forcément de l'argent, et cet argent-là, il doit bien transiter quelque part. Et voilà le problème. Si la drogue est difficile à cacher, en revanche, les billets se dissimulent beaucoup plus facilement. Et les trafiquants ne sont pas en manque d'imagination pour planquer leur argent. Voici par exemple ce que ces chiens ont déniché l'année passée dans les voitures des dealers. Ici, 4 liasses de 50 € cachées derrière le haut-parleur droit. Ou encore dans le toit, derrière le plafonnier. Mais aussi dans des sièges entièrement démontés, la garniture retirée, remplacée par des dizaines de liasses de 50, 100, voire 200 €. Car le point faible des trafiquants, c'est de transporter ces milliers de petites coupures sans se faire repérer. Mais l'argent noir n'est pas le fait que du grand banditisme. Il provient aussi de la fraude fiscale. C'est aujourd'hui une des plus grosses filières de cash illégale. Pour se rendre compte de l'ampleur de l'argent non déclaré, il faut se poster sur la frontière suisse, par exemple à Vallars, sur l'autoroute Genève-Paris. En première ligne, les douaniers. Ils contrôlent la circulation de l'argent liquide avec une règle simple. Il est interdit de transporter 10 000 € ou plus en cash sans le déclarer. Ce matin, la brigade des douanes du département de l'Ain commence sa traque au cash. Bonjour messieurs, dames, d'où arrivez-vous? De Suisse. De Suisse, d'accord. Est-ce que vous avez des sommes d'argent de plus de 10 000 €? Non, absolument pas. Ok, vous vous garez sur la droite, on va regarder ce que vous avez. Ouais. Et avec la Suisse, la circulation de liquide a l'air plutôt répandue. Des sommes d'argent de plus de 10 000 € à déclarer? Non. Elle voudrait bien, et elle n'en est pas loin. Ouais. Vous vous garez sur la droite, on va regarder ce que vous avez dans le coffre. Car cet automobiliste rentre malgré tout en France avec une somme rondelette sur elle. 8 000 € en billets de 50. Vous êtes retiré en France, madame? Oui. Au fil du temps, hein, c'est mes économies, c'est pas en 24 heures. Alors madame, mettons qu'on croit à votre histoire. Cet argent, il vient de chez vous alors? Oui. Et pourquoi vous êtes allé en Suisse avec cet argent alors? Mais parce que je le laisse pas à l'hôtel, vous plaisantez. C'est bon madame, allez-y. C'est une belle somme, mais inférieure à 10 000 €, l'automobiliste n'est pas en infraction. Mais dès que les douaniers mettent la main sur un fraudeur, même à 1 € près, ils veulent connaître la provenance des fonds. Par exemple, ici, cette femme et sa mère voulaient entrer en France sans déclarer un petit pactole. C'est à ma fille, elle vient de la Nouvelle-Calédonie. Oui madame. Sa fille avait placé dans sa boîte à gants une enveloppe avec 10 000 € tout rond. 1 € de plus que le maximum autorisé sans déclaration. Des liasses de billets de 50 tout neufs. Elle essaie maintenant de se sortir de ce mauvais pas. Mais l'infraction, elle est de L'infraction, quelle fête? comment? Elle est de quelle fête, l'infraction? C'est une réglementation européenne. Parce que j'ai 10 000 € sur moi, Ouais. ça. Et bah, si j'en donne 2 000 à ma mère, je n'ai plus que 8 000. Vous n'avez pas donné à votre mère, en principe. Bah non, mais après, a priori, je pourrais faire ça. Ah bah vous auriez pu. Bah alors, on n'a qu'à dire que je fais ça. Et Ah puis bah, c'est tout. non, c'est pas si facile que ça.
Bon, votre maman m'a dit que c'était à vous, l'argent, et vous reconnaissez que tout est à vous. Bah oui. Donc on va pas dire qu'il y a la moitié à madame et la moitié à vous. On peut pas faire des comptes d'apothicaire, c'est pas possible. Les économies de beaucoup de Français quittent la Suisse à vitesse grand V, depuis que le secret bancaire n'y est plus garanti. Ce sont des centaines de millions d'argent noir cachés là-bas pour échapper à l'impôt qui cherchent à rentrer en France discrètement. Et pour les douaniers, dans cette grande migration de liquide, il n'y a plus de profil type de fraudeurs. On trouve aussi bien des riches que des Français moyens qui dissimulent comme ils le peuvent des liasses de billets. À une époque, ils ne cachaient pas du tout, on les trouvait dans les poches tout simplement. Et puis, comme le contexte est un petit peu plus difficile, maintenant ils cachent un peu plus. Donc on fouille plus aussi. Des caches parfois surprenantes. Les enveloppes cachées dans les sous-vêtements, ça arrive. En général, ils ont du mal à marcher, donc on peut le remarquer, mais des fois ça se voit pas. Et les premières grosses prises commencent à tomber. Ici, des gens modestes, une famille espagnole qui rentre au pays. Fermez la voiture, vous prenez une pièce d'identité. Oui, oui. Les poches bien garnies. Ça j'ai fait, j'ai tout fait. Tout le reste? Ouais, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a, Marie, là? Ben, j'aurais demandé s'ils avaient plus de 10 000, elle m'a dit non, puis là elle me dit qu'elle a compris 100 000 et il y a énormément d'argent. Le travail des douaniers commence. Recenser tous ces billets à leur entrée en France pour les imposer si nécessaire. Allez, j'ai été sûre. Il y a combien? Vous savez? Non. Non? C'est pas grave, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, est-ce que cet argent est à vous? Est-ce que cet argent est à vous, madame? Mais qu'est-ce qui passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Savoir si l'infraction c'est vous qui la faites ou si c'est la personne qui vous accompagne. Est-ce que cet argent c'est le vôtre? Oui, c'est le vôtre. D'accord. Les douaniers veulent en savoir plus sur l'origine de cet argent. Ce sont peut-être ses économies, mais cet automobiliste peut être aussi une passeuse qui transporte cette somme pour quelqu'un d'autre. Mais l'Espagnol ne dira rien. Le comptage commence et les douaniers ne vont pas être déçus. 200. 80 000. 80 000. C'est beaucoup. Ouais. Les 80 000 € seront consignés, le temps d'enquêter sur leur provenance. Et si les fonctionnaires ne trouvent rien de suspect, ils lui seront restitués, moins une amende qui peut aller jusqu'à 25%, soit tout de même 20 000 €. Vous avez 80 000 sur vous, madame. Ils sont là, c'est les vôtres. Alors les douaniers reviennent à la charge, passeuse ou pas. Mais ne vous inquiétez pas pour ce qui va se passer après. Là, on vous demande de signer comme quoi il y a 80 000 €. Vous voulez signer ou pas? Je vous le dirai après. Non. Si vous signez, ça veut dire qu'il y a 80 000. Je ne me fâche pas. Oui, on va vous expliquer. On va vous expliquer. Elle peut repartir libre, mais délestée de son argent, sans en dire plus. C'est obligatoirement l'argent qui vient de Suisse, parce que sur les liasses de billets, il y a une étiquette, je ne sais pas comment ça s'appelle, où dessus c'était marqué Zurich. Donc c'est l'argent forcément qui vient de Suisse. C'est sûrement un compte hérité ou placé, je ne sais pas. Ça on verra par la suite. L'argent bloqué, une amende carabinée, c'en est trop pour cette femme qui craque. Les étrangers qui transitent en France avec de grosses sommes sur eux semblent faire partie des cibles des douaniers. Alors on va donc essayer de voir un petit peu ce que l'on pourrait... Si on pourrait voir dans le bus, voir un petit peu s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Bonjour. Bonjour, douane française. Eh oui, c'est le droit douane suisse, maintenant c'est les Français. Bonjour. Des marchandises à déclarer, vous parlez français? Non? Bonjour. Vous parlez français? Oui. Vous habitez où, s'il vous plaît? En Espagne. En Espagne. Vous étiez en Suisse pour quelle raison? Visite. C'est bagage? À gaz? Bah, ok, bah, prenez ça. On va descendre. Je vous les envoie, j'en ai 2. Alors comment repèrent-ils leur proie? Comment savoir qui transporte des liasses de billets dans ses valises? C'est l'expérience. Évidemment, on ne peut pas donner tous les détails. Hein. Mais voilà. Ouais, on va dire que ça relève du secret professionnel. Une expérience dont vont faire les frais des travailleurs étrangers qui rentrent au pays. Comme celui-ci,
originaire du Portugal, qui cachait un petit magot. Une partie dans ses chaussettes, une autre dans une enveloppe. Donc là, on a trouvé, enfin les collègues ont trouvé un peu d'argent. Enfin, a priori, bon, si on se fie à l'enveloppe, il y aurait 50 000 francs suisses. Parce que là, c'est l'argent suisse. C'est les billets de 1000. Donc voilà. Là, ça fait pas mal, oui. Et donc, monsieur n'a pas déclaré, évidemment, donc il est en infraction. Et au total, les douaniers vont comptabiliser l'équivalent de 160 000 € en billets de 1000 francs suisses. Une très belle prise, 160 000 €, c'est la moitié des saisies quotidiennes de la douane dans toute la France. Une grosse somme sur laquelle les douaniers aimeraient avoir des détails. Voilà. Donc il n'est pas arrêté, monsieur, on ne lui met pas les menottes, il n'est pas en garde à vue ou l'équivalent des gardes à vue, il est libre et sans contrainte. Mais s'il veut revoir son argent, il vaut mieux qu'il reste et qu'il soit un peu coopératif. Voilà. L'homme ne dira rien. Selon les douaniers, si ces fraudeurs tentent de dissimuler tout cet argent noir, ce n'est pas seulement pour échapper à l'impôt. Les enquêteurs ont 1 an pour investiguer sur ce liquide non déclaré. Une enquête qui se déroule à Ivry-sur-Seine, près de Paris, avec les fins limiers du renseignement des enquêtes douanières. À leur tête, Thierry Picard, 30 ans d'expérience dans les douanes. Il dirige une vingtaine d'enquêteurs. Et ici, il ne travaille pas tant sur l'argent que sur les personnes qui le convoyaient. Les enquêteurs vont passer au crible leur situation financière. Pour cela, il dispose en accès libre d'un redoutable outil sur son ordinateur, le fichier Ficoba, qui recense les 80 millions de comptes bancaires de tous les Français dans le pays. Il va regarder si le suspect ne dépose pas régulièrement de grosses sommes en liquide sur ses comptes. Une fois que nous avons la liste de ces comptes bancaires, nous interrogeons les banques pour avoir les éléments plus fins, à savoir les arrivées et sorties de capitaux sur ces comptes bancaires. C'est un logiciel qui permet d'emmagasiner tout un tas de données, notamment les éléments bancaires que nous avons obtenus, et de les traiter pour détecter certains types de mouvements. Et s'il a le moindre doute, il demande à la justice d'ouvrir une enquête pour argent sale. Ces temps-ci, c'est le cas au moins 1 fois par jour. Alors, qui sont les principaux détenteurs de cash non déclarés en France? Il n'y a pas que d'obscurs trafiquants, mais aussi des citoyens en apparence au-dessus de tout soupçon et qui ont même pignon sur rue. Tout est parti du ministère de l'économie. C'est ici que s'organise la grande traque du cash, car de l'argent non déclaré, ce sont des impôts en moins pour l'État. Or, il y a 5 ans, les agents de Bercy sont tombés sur une filière de cash au noir complètement inattendue. 4000 pharmaciens de quartier ont trouvé le moyen en 3 ans de ne pas déclarer 700 millions d'euros. Et en élargissant son enquête, le ministère s'est rendu compte que c'est une bonne partie du petit commerce qui a mis au point des réseaux de fabrication d'argent noir. Il y en aurait pour 5 à 10 milliards d'euros chaque année. Des chiffres faramineux qui donnent le tournis surtout aux grands responsables de la lutte contre la fraude fiscale. Il était devenu de plus en plus facile de supprimer des recettes sans laisser de traces. En cause, chez certains commerçants, des caisses non enregistreuses, c'est-à-dire qui effacent de la comptabilité des rentrées d'argent. Pour comprendre ce phénomène, il faut se rendre chez un petit commerçant, un restaurateur qui a décidé de mettre les pieds dans le plat et de tout balancer sur l'argent noir qui gangrène selon lui le petit commerce. Un restaurateur qui a réussi, il possède 5 auberges de ce genre. Son nom, Xavier de Namur, une grande gueule. Il reconnaît qu'il a dû avoir recours à du cash non déclaré pour lancer ses affaires. J'ai dit que je l'ai déjà fait, voilà, en sachant que, je n'ai pas dit que c'était ce qu'il fallait, c'était un exemple à suivre. Mais je dis, on fait parce que souvent, on est dans un système, il n'y a pas le choix. Si on vous demande un dessous de table et qu'on vous prête de l'argent au noir, il faut rembourser l'argent au noir. Vous ne faites pas de remboursement. Je sais que ça emmerde tout le monde de raconter ça, mais je crois que si on veut changer le système, il faut qu'à un moment, quelqu'un parle. Car la première raison pour recourir à de l'argent au noir, ce sont les dessous de table qu'il faut fournir, très fréquents selon lui dans le petit commerce. Voilà, là c'était ici la première affaire que j'ai achetée, et quand j'étais au bar,
à l'époque, on est en 90, et quand le vendeur veut vendre son affaire, il me dit ça sera 1,8 million, 900 et 900. Eh ben, je comprends qu'il va falloir que je donne un dessous de table. Si j'ai pas l'argent à ce moment-là, et je l'ai pas, eh ben, y a des brasseurs qui vont me prêter de l'argent. Ils vont me prêter de l'argent en espèces, sans rien signer, ils vont me demander 10%. Tout le monde est au courant. Il doit faire appel à certains brasseurs, des grossistes en boissons, qui prêtent de l'argent liquide moyennant commission. 10 ans plus tard, cette fois, en 2003, Xavier de Namur veut acheter un commerce pour en faire son 2e restaurant. Ça va bien. Il y a la boulangerie à côté qui est à vendre. J'avais pas d'espèces. Et le mec, quand il veut vendre, il me dit « Oui, mais moi, je veux 100 000 € de cash. » Donc vous dites, au bout d'un moment, il va falloir que je lui donne ces espèces. Donc qu'est-ce que vous faites? Je dis, je vais sortir 10 000 € par semaine de mes comptes et puis je lui donnerai ces 100 000 €. Mais alors, comment dégager 100 000 € au noir sur les recettes de son premier restaurant? C'est là où il découvre le système des caisses enregistreuses qui fabriquent de l'argent non déclaré. Chaque semaine, il a sorti 10 000 € en liquide sans laisser aucune trace dans ses comptes. Un secret de Polichinelle connu de la plupart des commerçants. Ils ont recours à des machines trafiquées pour camoufler la sortie de cash. Et il y en a un qui est payé pour lutter contre ces machines frauduleuses. Il s'appelle Philippe Maers, un expert judiciaire chargé de traquer les caisses qui trichent. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, le plus souvent ces machines sont livrées avec un mode d'emploi qui explique tout simplement comment frauder. Avec la documentation, on peut la programmer de façon à ce qu'une partie de la recette n'apparaisse pas sur le ticket en fin de journée. Donc de faire de la fraude, de frauder. De pouvoir, dissimuler une partie de la recette au fisc. Et voilà la combine. Il suffit de tourner la clé sur le mode Z1, qui met la caisse en position training pour apprendre aux employés à s'en servir. Ce qu'ils tapent n'est alors pas enregistré, mais l'opération laisse une trace sur le disque dur de la machine. Et c'est cette trace que certains commerçants arrivent à faire disparaître. On peut utiliser ce mode école pour faire du black. Tout simplement en modifiant certains paramètres de la caisse, qui sont des paramètres qui sont mentionnés dans le mode d'emploi, et qui permettent de faire disparaître donc 2 choses. La première chose, le mot mode école sur le ticket, qui va donc devenir un ticket standard. Donc la vente que j'ai faite, qui était d'un montant de 50 € en espèces, n'apparaît pas sur le chiffre journalier. Donc là, c'est fraudé. C'est 50 € qui n'apparaissent pas dans la caisse, qui n'est pas déclaré aux services fiscaux. Des machines qui ont le mode école, c'est normal. Mais des machines qui effacent même les traces laissées par le mode école, ça c'est interdit par la loi. Et Bercy a décidé depuis 2013 de poursuivre fabricants et revendeurs. Pourtant, l'enquête de Philippe Maers est édifiante. Malgré cette interdiction, ces caisses sont en vente libre un peu partout. Nous l'avons accompagné lors d'un de ses constats dans un grand supermarché pour commerçants. Est-ce qu'elles ont toutes le mode école? Parce qu'elles ont le mode école sur la 203 et c'était bien pratique. Celle-ci aussi. Les deux? Toutes. Vous pouvez vous entraîner sur le mode école. D'accord. C'est tout ce que je dirais. Le mode école, voilà. D'accord. Ouais. Je comprends. Après, vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Mais vous avez le mode école. D'accord. Et si la vendeuse n'a pas le droit d'évoquer en détail le mode école, c'est parce que toutes ces machines comportent une fonction d'effacement des données. Une fonction illégale depuis 2013, et elle risque gros en faisant la promotion. Une amende de 15% sur le chiffre d'affaires de son rayon. Écoutez, je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Mais si la vendeuse a été prudente, d'autres commerçants le sont beaucoup moins et poussent à la fraude. Notre enquête nous emmène à Lyon. Et cette fois, pas dans un hypermarché, mais dans un salon international et très officiel, celui de la restauration. 1400 exposants qui proposent aux restaurateurs toutes les fournitures dont ils ont besoin. Et parmi eux, très bien placés, des fabricants de caisses enregistreuses de dernière génération. Et certains les ont dotés d'un logiciel encore plus sophistiqué pour effacer les additions payées en liquide. Démonstration en caméra cachée avec un vendeur plutôt loquace. Ah bonjour.
que ce qu'on peut faire pour l'espèce. Nous, notre système n'enregistre rien avant qu'on fasse la clôture. On peut effacer ce qu'on veut avant de faire notre clôture. On peut effacer ce qu'on veut, c'est-à-dire supprimer les tables, supprimer les règlements en espèces, etc. Ça n'apparaîtra pas dans la clôture. Et ça, on peut le faire? On peut le faire. Vous pouvez me montrer comment... Là, j'ai pas de table ouverte, etc. Puis on essaye d'éviter de le faire sur le stand. Ah oui. À la base, c'est quand même... Vous pouvez pas me montrer, là? À la base, on devrait même pas le faire. Si aujourd'hui, il existe encore des logiciels pour créer de l'argent noir, c'est parce que la demande reste forte. Cette explosion de cash au noir inquiète le gouvernement, car il pourrait aussi servir de financement au terrorisme. Alors le ministère des Finances a décidé de limiter la circulation d'argent liquide en projetant d'interdire à la fin de l'année toute dépense en espèces supérieure à 1 000 € au lieu de 3 000 actuellement.